Bon, après un délai certain qui, je le sais, a été insoutenable, voici la suite de ma précédente vidéo. Petit rappel des faits. Pour démontrer que le marché d'occasion était une mine d'or pour les pirates, car personne ne formate correctement ces appareils, je me suis mis en tête d'acheter un maximum d'ordi et de disques durs. Après, certes, de nombreux échecs, je finis par tomber sur un disque particulièrement prometteur. Et après, c'est parti en cacahuète. Générique. Il s'agit donc d'un SSD de 1 Tera, une des annonces à laquelle j'avais massivement répondu. Voir la dernière vidéo si c'est pas encore fait. Le compte qui a posté l'annonce a clairement été créé pour l'occasion. C'est jamais très bon signe sur le bon coin, mais je prends le risque pour 60 balles. Et en vrai, il faut dire que j'ai pas vraiment le choix, parce qu'il faut que je finisse cette vidéo un jour, et que pour rappel, je n'ai encore rien trouvé d'intéressant. Donc, je fais avec ce que j'ai. Le vendeur prétend avoir utilisé le disque dans son propre ordinateur, et que il est très fiable, soit. Je m'en vais donc le récupérer auprès du gars. C'était à Nation, je crois. Ça se passe très vite. Je vois à peine le gars, il était avec son masque, il était relativement âgé, rien de spécial à déclarer a priori. Concernant l'objet, déjà il s'agit d'un disque interne, donc il provient très probablement d'un laptop ou d'un ordi, et ça paraît plutôt une bonne nouvelle, parce que en général, c'est plus probable d'y trouver des trucs intéressants. C'est des disques qui vont pas juste stocker 20 photos pendant les 3 dernières années. Mais en même temps, ça veut dire que le gars est un peu geek, parce que tout le monde ne sait pas comment retirer un disque interne, à part Madame Chiappa. Et qui dit utilisateur averti, dit risque qu'il les clean proprement. Et donc, qu'on trouve encore rien. Mais cela dit, ça s'est fait très vite. J'ai découvert l'annonce à 14h et le rendez-vous que je lui ai donné était à 16h. Donc, ça joue pour moi. Il aura peut-être pas eu le temps de faire un formatage bien fait dans la précipitation. Pour tout vous dire, en ce moment, je suis un peu blasé parce que ça fait 3 semaines que j'achète du matériel sans succès. Donc, pour ne pas me faire de faux espoirs, j'essaye normalement de partir du principe que je ne vais rien trouver. Mais quand même, là, les conditions sont plus particulières. Un disque interne, récupéré en 2 heures, on va pas se mentir, ça sent quand même beau, quoi. Je dis pas que on va trouver des documents top secret de ouf, mais au moins un truc, quoi. Je sais pas moi, des photos, des mots de passe, je suis pas difficile, hein. Je rappelle qu'à la base, le but c'est que je vous démontre à quel point c'est sous-coté comme risque. Donc si je trouve rien, ça commence à être gênant. Bref, je le branche sur ma station d'analyse, un PC avec une distribution Linux et des outils de forensique que j'ai installé pour l'occasion sous les conseils de ce cher Marco. Je démarre et c'est parti. J'ai commencé à regarder les infos du disque. Donc il s'agit bien d'un disque de 1 Tera et il est complètement vide. Rien d'étonnant a priori, le mec qui me l'a vendu n'est pas complètement fou, il a formaté son disque avant de me le donner. NTFS, seul format de Windows. Ok, la question maintenant c'est comment il a été formaté, proprement ou pas. Avant de mettre les mains dedans, ce qu'on va faire c'est cloner le disque, comme nous l'a conseillé l'expert Marco. Il y a 2 raisons à ça. D'abord, comme il nous expliquait, si on tombe sur un truc illégal ou grave, comme de la pornographie infantile par exemple, le disque devient une pièce à conviction. Donc c'est mieux de le manipuler un minimum, pour éviter d'y laisser au hasard quelque chose qui pourrait prêter à confusion sur son véritable propriétaire. Réfléchissez 2 secondes. Si là, il y a une descente de police, pour je sais pas quelle raison, parce que Ajax a construit une fusée au sous-sol par exemple, ce qui peut arriver. Aujourd'hui on va faire un projet uniquement avec des outils classiques que tout le monde peut refaire chez soi. Bon, et bah, s'ils voient un disque posé sur mon bureau et qu'ils y trouvent des trucs pas nets, le premier suspect, c'est pas un mec random sur le bon coin, c'est Bibi. Donc, on fait attention. La deuxième raison, qui est en fait probablement encore plus importante, c'est que là, je joue un peu les apprentis forensiques. Gna gna gna, je fais comme si je savais ce que je faisais, mais on va être honnête, je maîtrise à 0%. Donc, à tout moment, je me trompe de commande ou de manip et je détruis de précieuses données. On ne va pas risquer ça. Raison de plus pour faire un clonage. Alors, pour faire un clonage, on utilise une commande qui s'appelle DD. Oh, DD! Elle permet de copier non pas des fichiers, mais un disque entier, bêtement, octet par octet. On peut ensuite les stocker eux-mêmes dans un fichier, par exemple disque.dd. Fichier qu'on va mettre évidemment dans un disque plus grand que celui qu'on est en train de cloner. Dans ce cas, on dit qu'on fait une image du disque. Ça peut paraître bizarre qu'un fichier soit une représentation d'un disque dur entier, dans laquelle il peut d'ailleurs y avoir des fichiers, mais c'est en fait très pratique, dans mon cas, ou pour faire une sauvegarde par exemple. Certains rigolos disent que DD, ça vient de Disk Destroyer, parce que c'est une commande où la moindre petite erreur peut vous coûter très cher. Donc, je vais me concentrer si vous le voulez bien. C'était long, mais maintenant que c'est fait, on va pouvoir utiliser notre outil préféré, Photoray, celui dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Il permet de retrouver des fichiers qui ont été supprimés sur un disque. Donc, je lance le scan et on va voir ce que ça donne. Et en vrai, j'ai beaucoup trop hâte de voir ce qu'on va trouver. Comme c'est un peu long, en attendant que ça travaille, je vais vous parler de notre sponsor. Dashlane. Un pirate rêve de tomber sur quelqu'un qui a la flemme de gérer ses mots de passe. Avez-vous la flemme? En fait, c'est normal. Personne n'aime s'engombrer le cerveau avec des mots de passe forts et différents, passer un temps fou à se connecter partout et à les oublier. Et bah pour vous, j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez continuer à être des
des gros flemmards avec Dashlane. Il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe qui génère, retient et remplit automatiquement pour vous des mots de passe uniques et ultra robustes sur tous vos appareils. Et ça, c'est sans parler de la surveillance de fuite de données sur le dark web, un VPN intégré, le stockage de documents chiffrés, ça vous éviterait que je les retrouve ici d'ailleurs, les paiements ultra rapides. Bref, ceux qui ont déjà téléchargé Dashlane savent. Et vous pouvez aussi savoir et essayer gratuitement sur votre premier appareil sur dashlane.com/micode et utiliser le code MICODE si vous voulez prendre le premium. Quel vendeur je suis. Pas mal là. Bon, je vais pas vous mentir, je suis assez mitigé par le résultat. Déjà pour rappel, c'est un outil qui permet de récupérer des fichiers perdus, mais en aucun cas leur nom ou la structure des dossiers. Et le problème n'est pas qu'on n'a pas trouvé de fichiers, loin de là. Je peux vous dire que des fichiers, on en a trouvé un sacré paquet, beaucoup trop en fait. Ça fait beaucoup là, non? J'ai essayé de les parcourir un peu et c'est assez étrange. Je tombe sur des programmes, du code, des documentations, énormément de Python, d'images random. Pour avoir épluché pas mal de disques, je sais à quoi ça correspond maintenant. Ce sont des fichiers d'un système d'exploitation. Sauf que là où avant j'avais du Mac ou du Windows, là tout indique la présence d'un autre système, Linux peut-être. Il semblerait donc qu'on soit tombé sur un petit geek. Ça pourrait ressembler à une bonne nouvelle parce que chez les petits geeks, on peut trouver des trésors, pas communs. Mais en fait c'est un peu plus compliqué. Imaginez qu'on prenne votre ordi et qu'on récupère l'intégralité de vos dossiers. Pas seulement vos dossiers perso, mais ceux de votre système d'exploitation, de vos logiciels, etc. Maintenant, dites-vous qu'on prend tous les fichiers, on oublie les dossiers dans lesquels ils étaient, on enlève leur nom, on les met tous au même endroit. Maintenant, essayez de retrouver vos documents. Ah, bonne chance! Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et bah je suis exactement dans cette situation. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on trouve des trucs. Mais en fait je suis noyé dans une masse de trucs pas intéressants. J'ai l'impression d'être un explorateur sur une planète. C'est pas complètement vide, mais moi je cherche désespérément des traces de vie. Et j'en trouve pas. C'est que du code de Linux, de la documentation des vieilles icônes du système. Rien qui porte la trace qu'un humain est passé par là. Et en fait j'ai vérifié, le tout ne pèse même pas 1 giga sur un disque de 1 Tera. Ah bah c'est pas ouf quoi. J'avoue, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai une autre idée. À force de tester plein de disques avec Photorec, j'ai presque oublié qu'il existe un outil plus conventionnel qui s'appelle TestDisk. Il est fait par la même personne d'ailleurs. Photorec, c'est vraiment quand tout est en ruine. On essaye tant bien que mal de trouver des fichiers à la pioche. Mais plutôt que d'utiliser des solutions aussi drastiques, on peut peut-être faire plus malin. Actuellement, il y a une partition Windows vide sur notre disque en NTFS. Dedans, il n'y a rien, c'est le néant. Mais avec cet outil, on va pouvoir voir s'il ne détecte pas d'anciennes partitions cachées dans l'espace vide. Des partitions qui auraient été supprimées par le formatage. Donc on a juste à lancer TestDisk, on lui donne notre image disque de 1 Tera et on lance le scan. Oh, intéressant. Excellent. Très intéressant. TestDisk semble détecter une partition ext4 qui est une partition Linux. Ce qui veut dire que, en fait, comme on le pressentait, il existait une partition qui attendait là, juste qu'on la trouve dans l'ombre et qui est intacte. Donc si ça se trouve, on n'a pas besoin de prendre la pioche, on va pouvoir tout récupérer. C'est beaucoup trop marrant. En vrai, j'ai l'impression de faire le genre de chasse au trésor qui est en train de bien tourner. Et en vrai, c'est assez ouf parce que la probabilité de tomber sur quelqu'un qui utilise Linux dans son laptop est quand même relativement faible. Bon, par contre, ça veut dire qu'on a peu de chances de tomber sur des trucs comme des photos parce que Linux c'est rarement utilisé comme un OS de tous les jours, mais ça n'en est pas moins intriguant parce que du coup on a beaucoup plus de chances de tomber sur des trucs pas communs, des trucs de geek. J'arrête le suspense, il est temps de regarder ce qu'il y a dans cette fameuse partition. Bizarre. C'est très bizarre. C'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est une suite de dossiers avec des noms étranges qui n'est pas un système Linux. Ce à quoi j'aurais pu m'attendre sur une partition. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être intéressant. On voit dans le logiciel qu'il y en a pas mal qui sont en rouge, qui veut dire malheureusement qu'ils seront irrécupérables. Si on se balade dans ceux qui vont bien, on voit qu'il y a visiblement un rapport avec les machines virtuelles, puisque le mot QEMU apparaît dans un nom de dossier. QEMU, c'est un logiciel pour faire de l'émulation ou de la virtualisation. En gros, ça permet de lancer une machine virtuelle invitée sur une vraie machine physique haute. Certains des dossiers sont vides, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ils contiennent des fichiers franchement mystérieux. Toujours par 3, un QKO2, un .part et un .checksum. J'avoue que je suis assez dérouté. J'ai fait une drôle de tête tout à l'heure parce que quand j'ai vu qu'il y avait une partition Linux, je m'attendais vraiment à y trouver un système d'exploitation. Ça c'était le logique en fait. Et ça aurait été facile aussi parce qu'on aurait simplement eu à chercher dans le dossier utilisateur, dans ses documents quoi, et on aurait trouvé des trucs. Alors que là, c'est chelou là, c'est des fichiers chelous qui nous avancent pas trop quoi. Le format du nom des fichiers me disait quelque chose, c'est des UUID. C'est un standard pour créer des identifiants uniques. Ce qu'on peut en déduire, c'est que le disque n'était pas utilisé par un humain. Vous imaginez pas des trucs de dingue. Je veux juste maladroitement dire que c'est probablement un programme informatique qui est à l'origine de ce bordel. La question c'est quel genre de programme et pourquoi un gars random aurait ça sur le bon coin. J'ai regardé QKO2, c'est le format de disque virtuel utilisé par QEMU. Peut-être que en fait c'est un maxi nerd et que chez lui il a une bête serveur avec un gestionnaire de machines virtuelles. Soit problème, j'ai vérifié et cette architecture de dossier ne correspond à rien de connu. C'est pas typique d'un outil
outil qui ferait ça. Et j'ai bien entendu essayer d'ouvrir les fichiers, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Deux options. Prendre mon courage à deux mains et persévérer, fouiller internet, lire des documentations, faire plein de tests. Ou alors faire un tweet pour vous demander de l'aide. Mais ce serait céder à la facilité. Jamais. Bon, vous avez des idées intéressantes. Certains disent que ça ressemble à des sauvegardes de téléphone. D'autres disent que ça ressemble à du cache de Adobe. J'avoue, rien qui ne m'est particulièrement convaincu, sans vouloir vous offenser. Mais parmi tout ça, l'un d'entre vous a une théorie qui est particulièrement convaincante et étrange. Le disque proviendrait d'un serveur hôte de VPS. J'explique. Un VPS, c'est un serveur privé virtuel. Quand vous avez besoin d'héberger un site web ou un serveur Minecraft, par exemple, c'est souvent ce que vous louez pour quelques euros par mois. Bon, ces serveurs virtuels, ils tournent sur des serveurs physiques, quelque part dans un data center, qui ont des SSD. Donc la théorie de ce monsieur, c'est que mon disque servait à héberger des VPS. Les fichiers QKO2 qui s'y trouvent correspondraient du coup à des machines virtuelles. Les mystérieux fichiers .part, ce seraient des sauvegardes. Et les fichiers checksum sont, comme leur nom l'indique, des sommes de contrôle. Une somme de contrôle, c'est le résultat d'une fonction mathématique qu'on applique sur un fichier. Vous inquiétez pas, c'est très simple. C'est un résultat qui a la particularité de changer énormément dès que le moindre octet d'un fichier est modifié. Donc c'est utilisé en fait pour savoir s'il a été endommagé ou modifié sans faire exprès. La question c'est pourquoi un gars ferait de la gestion de VPS sur son ordi. Une option c'est évidemment qu'il est menti et que ce disque n'était pas dans son ordi et qui provient d'une société d'hébergement, ce qui est une théorie très séduisante mais en réalité très peu probable. Enfin je pense. Vous savez quoi? Dans mon équipe, Mathieu a travaillé chez un hébergeur. Donc on va faire très simple et on va aller lui demander. C'est le moment de l'interruption. Bonjour Mathieu. Ceci n'était pas prévu du tout. Pas du tout. Tu as travaillé dans une entreprise d'hébergement, vrai? Vrai. Question, qu'est-ce qui se passe avec les disques durs des serveurs? Il y a des disques durs dans les serveurs. Il y a des disques durs dans les serveurs. Il en faut. Étant donné que c'est un ordinateur. Voilà. Qu'est-ce qu'ils deviennent En gros, quand on décommissionne un serveur, ils enlèvent tous les composants, ils recyclent ce qu'ils peuvent. Et si, par exemple, le disque dur, tu peux pas le recycler, ils mettent un coup de pilon dedans. Non, mais vraiment. C'est vrai, c'est vraiment ça. Ah, c'est vraiment un... J'ai dit, il faut faire un formatage, 3 passages, etc. Eux ne s'embêtent pas à faire ça. Ils le font peut-être avant, Ouais. mais honnêtement, le coup de pilon. Ça marche. Et après, ils ont une poubelle à disque dur que tu peux plus utiliser. Ouais. Avec vraiment, il y a des trous dedans. Je crois que c'est une machine qui le fait. Ok, donc pas possible que le disque revienne de son endroit. Ouais. Peu probable. Peu probable. Peu probable. Bon, voilà, on a notre réponse. A priori, c'est pas ça. La meilleure possibilité, ça reste qu'un amateur s'amuse chez lui avec des disques et des serveurs. Si vous êtes extérieur au monde de l'IT, vous trouverez ça probablement très chelou. Ce qui n'est pas totalement faux, mais je peux vous dire que mon coloc, il fait ça et il a quand même gardé une vie sociale. Donc c'est deux trucs qui sont pas nécessairement incompatibles. Mais bref, on n'est pas beaucoup plus avancé quand même. Je vais vérifier en deux l'histoire des checksums. Effectivement, dans les dossiers, les deux gros fichiers sont en fait parfaitement identiques. Mais mis à part ça, ça m'avance pas trop. J'ai pas d'autres types de fichiers que je pourrais ouvrir et qui pourraient me donner un indice sur qu'est-ce qui sait d'où ça vient. Depuis tout à l'heure, en vrai, je me suis baladé dans tous les dossiers, dans tous les recoins. J'ai honnêtement essayé 1000 techniques pour ouvrir ces disques virtuels sans succès. J'essaye de le mettre dans une nouvelle machine virtuelle que je crée, ça marche pas. J'essaye de monter directement le disque, j'ai regardé comment faire sur internet. Pareil, impossible. J'ai toujours une même erreur qui dit could not find backing file. Évidemment, j'ai cherché des solutions, mais là vraiment je sèche. Parce que autant sur Kemu, il y a beaucoup de choses sur internet, autant sur cette erreur en particulier, ils se sont tous mis d'accord pour ne pas m'aider. Alors, honnêtement, ça doit faire une semaine que j'ai pas touché au disque. Il est là, il est posé sur mon bureau. Je sais bien qu'ils se sont abandonnés, mais je sais pas, j'ai une giga flemme de ouf. J'ai la rare impression d'avoir tout essayé. Et c'est vraiment con parce que j'ai un pressentiment qu'on était pas loin de trouver des trucs intéressants. J'y ai réfléchi cette nuit et j'ai peut-être une dernière idée. Si elle marche pas honnêtement, tant pis, je laisse tomber. Je jette le disque à la poubelle et on revient au point de départ, mais ça me ferait vraiment chier. Faut que je vous explique mieux ce qui se passe. Si je prends n'importe quel disque virtuel et que j'essaye de le monter, c'est l'opération qui permet de pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Voilà ce qui se passe. Il y a la fameuse erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Could not open backing file. On dirait que pour s'ouvrir, il a en fait besoin d'un autre fichier. Ce fichier n'est pas présent dans le dossier, donc normal qu'il ne le trouve pas. Mais si on cherche ce nom horrible dans le SSD, on le trouve. À une différence près, c'est que nous, on a une extension en plus .qko2. Mais un truc qu'on peut essayer, c'est copier ce fichier à côté et enlever son extension. Et là, si on essaye de faire le montage, on se prend la même erreur. D'où le fait que j'en avais marre. Mais en fait, si on regarde d'un petit peu plus près, je suis passé un peu trop vite. Le nom du fichier a changé. Et il y a une autre chose assez étrange, c'est que l'erreur s'est dédoublée. Comme si le fichier qu'on avait copié était bien pris en compte, mais en fait avait lui-même besoin d'un autre fichier. Et en fait, si on va rechercher ce fichier, il existe aussi, et si on le copie et qu'on enlève son extension, ça recommence. Il est triple. Il y a une erreur triple. En fait, si ça se trouve, ce qui se passe depuis le début, c'est que tous ces fichiers forment une longue chaîne qui correspond à une seule machine virtuelle. C'est pour ça qu'ils sont pas très gros. Et que pour la déverrouiller, il faut que je trouve le premier maillon et que j'y accroche tous les autres. Si c'est ça, c'est fou. Mais clairement, cette erreur
l'erreur n'est pas claire. C'est un travail qui me paraissait insurmontable, mais en fait j'ai eu une petite idée. On va essayer de l'automatiser. On va faire un programme qui va aller automatiquement récupérer dans tous les dossiers, les sous-dossiers, les fichiers QKO et les mettre dans un seul et même dossier et enlever leur extension. Ce qui fait qu'ils vont forcément tous se trouver. Ensuite il faudra trouver le premier maillon et après on va faire des incantations pour que ça marche. Parce qu'en vrai c'est pas sûr du tout. Vous vous souvenez, il y en a qui étaient en rouge et si ça se trouve il manque des maillons et c'est foutu. Vous êtes prêts? C'est parti. Je lance mon programme. Il copie tout. Ensuite, il va tout renommer tout seul. Voilà, terminé. Quel plaisir. Je peux vous dire que à la main, ça aurait été un enfer. Maintenant vient le moment fatidique. Bonne nouvelle, on a réussi à préserver les dates de modification des fichiers. Les plus vieux, c'est 2016 et les plus jeunes, 2018. Il y en avait d'autres en 2019-2020, mais ils ont été perdus. Intuitivement, je dirais que le premier maillon, c'est le plus récent. C'est aussi le plus lourd, il fait 7 Go. Vous êtes prêts? Je fais la commande pour le connecter. Ah, pas d'erreur déjà. Maintenant, on va essayer de le monter. Toujours pas d'erreur. Et maintenant, on va ouvrir le dossier. Ah, vous êtes prêts? J'espère tellement qu'il y a un truc cool. Oh pétard, c'est un Linux. Enfin, putain. Incroyable. Je suis allé voir Hardisk, il a halluciné. Mec. J'ai trouvé. Ouais. Je suis tellement content, mec, je viens de trouver à la seconde. Du coup, je l'ai monté. Et donc, c'est un disque de 50 Go. C'est vide, il n'y a pas de partition dedans. Si t'essayes de... Là, je lisse les partitions, il n'y en a pas. Avant de montrer à Hardisk, j'ai vérifié la taille du dossier qu'on a monté et il faisait seulement 3 Go. Et j'ai une idée pour essayer d'en récupérer plus, c'est de l'ouvrir avec TestDisk. Bon là, au niveau du cerveau, il faut suivre. Parce que, pour rappel, on a monté notre disque dur avec TestDisk, trouvé une partition cachée dans laquelle on a trouvé des disques durs virtuels dont on a recollé les morceaux pour finalement l'ouvrir lui-même avec TestDisk. En faisant ça, on apprend que virtuellement, c'était un disque de 50 Go. Et on voit aussi que certains fichiers sont encore en rouge, ce qui signifie qu'ils ont été supprimés ou qu'ils seront irrécupérables. Mais TestDisk récupère 7 Go. C'est mieux. J'utilise TestDisk, Oui. que j'ai trouvé. Le fameux. Yes. List and copy files. C'est trop bien. On peut se balader ou pas? Ouais. Wow. Mec, c'est insane, c'est le serveur de quelqu'un. Oh, le producteur, test, mais c'est quoi? Là, ceux-là, c'est des dossiers, tu valides, on peut aller dedans. Ce qui est trop bien, c'est que jusqu'à présent, j'avais que des trucs random, tu vois. Page history. On peut voir ce qu'il y a fait dans son terminal. Ah, j'avoue. Bah oui. Alors là, petite explication. Il existe souvent un fichier qui s'appelle .bash history. Et c'est un fichier qui est très intéressant parce qu'il contient l'historique de toutes les commandes qui ont été tapées par l'utilisateur dans le passé. Pour un serveur qui a rarement une interface graphique, c'est particulièrement croustillant parce que, en gros, on peut savoir tout ce que les utilisateurs ont fait. C'est fou qu'un random sur le bon coin me vende un disque dur avec ça, tu vois, c'est la probabilité, mec. C'est comme si t'es fait exprès par les youtubeurs. Oh, c'est là. Est-ce que t'as l'impression d'être un hacker? Mec, je suis hacker. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et d'installer FreeBSD, tu sais. A priori, c'est une machine Ubuntu et j'ai vu qu'il avait installé des trucs de Mono. Mono, c'est le truc de Microsoft pour faire du développement .NET sur Linux. Dac. Donc, D'où le launcher.exe. D'où le fait qu'il y ait des .exe qui tournent sur une machine Linux, c'est logique. Par contre, qu'est-ce qu'il foutait avec? J'en ai aucune idée. Tu vois, root QB64. Alors pareil, root QB64, on a regardé, QB64, c'est un interpréteur basique moderne. Le mec développé en basique. Mais franchement, je pense Qu'est-ce qu'il faisait? on est tombé sur un truc mais hyper pointu. Après, le launcher.exe, si t'as Wine, on peut le lancer là, hein, voir ce que ça fait. Arrête les conneries! Tu les rassembles toutes, t'en fais un petit tas comme ça, et tu les arrêtes! Tu arrêtes les conneries! Ouais, alors, tout doux. On va pas se mettre encore à lancer à exécuter des Mais non, binaires mais- sur ma machine. Ça me fait vraiment flipper, c'est parce que qui, à part Edward Snowden, qui a un exit node Tor à la maison? Des passionnés, ouais. Ça sent pas bon de ouf. Les gars, pendant mes recherches, je suis tombé sur un truc. Et on va dire que l'excitation a rapidement laissé place au gros flip sa mère. En gros, c'est vachement plus chaud que ce que je pensais. En me baladant sur le serveur, je suis tombé sur des fichiers de configuration. Des trucs qui parlent de l'installation du VPS. Dans lequel j'ai trouvé un nom. Et là, ça change vraiment tout. Écoutez-moi bien. Il est maintenant quasi sûr que le disque sur lequel je suis tombé n'est pas n'importe quel disque. C'est littéralement un disque de qui servait à stocker des VPS dans un vrai data center. Donc là, on rigole plus du tout parce que la VM sur laquelle on faisait joujou, là, qu'on a trouvé, elle appartient pas au vendeur du disque sur le bon coin. Elle appartient à un client de l'entreprise qui n'est probablement pas du tout au courant que ces données se baladent dans la nature.
comment ce disque est arrivé jusqu'ici, qu'est-ce que faisait ce mystérieux client sur son serveur. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Désolé, on a encore du travail. Cette fois, pas de blague. Il sort vendredi prochain à 17h. Les gars, attendez 2 secondes. Il vient de se passer un truc. J'ai sorti la première partie de la vidéo hier soir. Et là, je viens de recevoir un mail. Il y a le directeur de la sécurité de qui veut m'avoir au téléphone. Au secours. Mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour savoir? Parce qu'il y a rien dans ma vidéo. What the fuck?